Voici les histoires vécues de la guerre en Irak, racontées par les hommes et les femmes qui l'ont vécue. Cette église va exploser, on doit partir vite. Le 20 mars 2003, les États-Unis et leurs alliés ont lancé une grande offensive contre l'Irak. La principale raison avancée par l'administration du président américain George W. Bush était que le gouvernement de Saddam Hussein cachait des armes de destruction massive. Cela incluait des armes chimiques, biologiques et potentiellement nucléaires. Washington a également déclaré qu'il fallait destituer Saddam en raison de son régime brutal et de ses liens présumés avec le terrorisme international. Mais avant même que les soldats n'entrent en Irak, il n'était pas encore clair ce qui allait réellement se passer après la chute du gouvernement. Il y a longtemps qu'il existe des tensions entre l'Irak et les États-Unis. En 1991, l'Irak a perdu la guerre du Golfe après avoir envahi le Koweït. Après cela, les Nations Unies ont imposé des sanctions et des inspections strictes concernant les armes interdites de l'Irak. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont aussi créé des zones d'exclusion aérienne au nord et au sud du pays. Cela signifie que certains avions militaires irakiens n'avaient pas le droit de voler dans ces zones. Lorsque la défense aérienne irakienne tirait sur les avions de patrouille, les forces américaines et britanniques ripostaient. Donc même s'il n'y avait pas encore de grande guerre, de petits combats aériens avaient donc déjà commencé. Les États-Unis avaient même déjà préparé un plan militaire au cas où une nouvelle guerre éclaterait. Celui-ci s'appelait O-Plan 1003. Mais la première version de ce plan était conçue pour une force plus importante et des opérations plus lentes. Ce n'était pas ce que voulait le secrétaire à la défense américain, Donald Rumsfeld. Rumsfeld croyait qu'il était possible de vaincre l'Irak en utilisant une force militaire plus petite, mais plus rapide. Au lieu d'envoyer immédiatement un grand nombre de soldats, il voulait compter sur des avions modernes, des armes de précision, du renseignement, des forces spéciales et la mobilité rapide des troupes au sol. Certains officiers militaires supérieurs s'inquiétaient au compte du plan de Rumsfeld. Pour eux, une petite force pourrait suffire à vaincre l'armée irakienne. Mais cela pourrait être insuffisant pour contrôler tout le pays après les combats. Le nombre de soldats à envoyer a également été modifié et révisé à plusieurs reprises. En conséquence, les planificateurs militaires ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à organiser le déploiement. La planification pour la sécurité, le gouvernement et l'ordre en Irak après la chute de Saddam est donc restée limitée. Selon les analyses ultérieures du DPR, la coalition disposait de suffisamment de forces pour gagner la bataille principale. Mais il n'est pas aussi clair que ce nombre de soldats soit suffisant pour maintenir la paix par la suite. Les États-Unis avaient un autre problème. À cette époque, leur opération en Afghanistan se poursuivait encore après les attentats du 11 septembre. Les États-Unis devaient également fournir des soldats, des avions, des équipes de renseignement et de l'argent pour cela. Cela signifie que toutes leurs ressources militaires ne pouvaient être transférées en Irak. Au début, les États-Unis prévoyant d'entrer en Irak simultanément par le nord et le sud, la force principale venant du Koweït au sud. Pendant ce temps, d'importantes unités américaines devaient passer par la Turquie pour attaquer la partie nord de l'Irak. Mais le 1er mars 2003, le Parlement turc n'a pas autorisé les forces terrestres américaines à utiliser le territoire turc. À cause de cela, les États-Unis ont été contraints de modifier leur plan quelques semaines seulement avant le début de l'invasion. Dans la nouvelle stratégie, la plus grande force de la coalition viendrait du Koweït. Ils n'avaient pas non plus l'intention de s'arrêter et de combattre longtemps dans chaque ville du sud. Leur objectif principal était de percer rapidement, de détruire les communications de l'armée irakienne et d'atteindre Bagdad rapidement avant que le gouvernement de Saddam ne puisse organiser une défense efficace. La rapidité et la surprise étaient essentielles ici. Pendant que les chars et les soldats avançaient sur le terrain, les avions attaquaient dans les quartiers généraux militaires. Stations radars, centres de communication et autres cibles importantes. Les forces spéciales pénétraient également dans différentes parties du pays pour recueillir des renseignements, perturber le commandement irakien et empêcher certaines unités de venir en aide à Bagdad. Chaque pays membre de la coalition avait des tâches différentes. Les forces britanniques étaient chargées de contrôler la péninsule d'Al-Faw, un endroit stratégique près du golfe Persique. Ils devaient également encercler et contrôler Bassora, la deuxième plus grande ville d'Irak. L'Australie a fourni des avions, des forces navales et des forces spéciales. La Pologne a également envoyé environ 200 commandos, mais la plus grande partie des forces venait vraiment des États-Unis. Environ 170 000 soldats de la coalition ont participé à la première phase de l'opération Liberté irakienne. C'était moins que les forces utilisées par la coalition lors de la guerre du Golfe en 1991.
Malgré cela, ils avaient un avantage technologique considérable. La coalition disposait d'avions de pointe, de bombes guidées, d'équipements de vision nocturne, de chars modernes, de communication par satellite et d'un système de commandement militaire plus rapide. Mais les planificateurs américains ont aussi fait de mauvaises suppositions. Ils s'attendaient à ce que de nombreux civils irakiens les accueillent comme des libérateurs. Ils croyaient aussi que Saddam pourrait utiliser des armes chimiques lorsque la coalition s'approcherait de Bagdad. Ainsi, de nombreux soldats portèrent des combinaisons, masques et équipements de détection chimique. Cependant, après l'invasion, aucun stock actif d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires tels que décrits avant la guerre n'a été trouvé. Selon les conclusions finales du groupe d'enquête sur l'Irak a détruit la majeure partie de ses programmes d'armes interdits après la guerre du Golfe. Il n'a pas non plus été prouvé que l'Irak disposait d'un important stock d'ADM prêt à l'emploi en 2003. Du côté de Saddam Hussein, son interprétation de la situation n'était pas correcte non plus. Pendant de nombreuses années, l'Irak a subi des frappes aériennes et une forte pression de la part des États-Unis. À cause de cela, Saddam semblait croire qu'il ne s'agirait à nouveau que de bombardements limités. Il espérait aussi pouvoir empêcher l'invasion en coopérant avec les inspecteurs de l'ONU chargés du désarmement. Il ne s'attendait pas du tout à ce que Washington soit prêt à envoyer une grande force terrestre jusqu'à Bagdad. Saddam avait aussi confiance dans la capacité de ses soldats à se battre. De nombreux officiers irakiens savaient que les Américains disposaient d'un avantage considérable en avions, armes, entraînement et communication. Ils savaient qu'il serait difficile d'arrêter la coalition dans le vaste et ouvert désert du sud de l'Irak. Si des avions américains les repéraient, ils pouvaient être attaqués avant même de s'approcher de l'ennemi. Un autre gros problème était le dispositif défensif de Saddam. Il n'a pas placé toutes ses meilleures troupes à la frontière du Koweït, il avait concentré davantage de forces sur d'autres menaces. À l'est, l'Iran était depuis longtemps un rival de l'Irak. Au nord, le gouvernement s'inquiétait des groupes kurdes qui réclamaient depuis longtemps plus de liberté. C'est pourquoi l'armée irakienne était dispersée dans différentes parties du pays. Même la garde républicaine, la meilleure et la plus fiable force de Saddam, n'a pas été concentrée dans une seule ligne de défense solide. Saddam avait délibérément dispersé ses unités, car il craignait aussi qu'elles ne soient utilisées pour un coup d'État contre lui. À cause de cela, seuls quelques-uns de ses meilleurs soldats étaient positionnés près du Koweït lorsque l'invasion a commencé. Alors que la coalition se préparait à une avancée rapide vers Bagdad, la défense irakienne était dispersée, mal coordonnée et dépendait des ordres d'un dirigeant qui comprenait mal le véritable plan qui s'annonçait contre lui. Au cours des premiers jours de l'invasion, la coalition a progressé rapidement. Mais dans la ville de Nasiriyah, ils ont compris que la guerre ne serait pas facile. Le 23 mars 2003, un convoi de l'armée américaine s'est égaré et est entré dans une zone contrôlée par les forces irakiennes. Le convoi appartenait à la 507e compagnie de maintenance. La mission principale de cette unité était d'assurer la maintenance et le soutien des véhicules militaires. Ils n'étaient pas faits pour mener de lourds combats. Il y avait 18 véhicules et 33 soldats dans le convoi. À cause d'une erreur d'itinéraire, ils se sont retrouvés dans la ville de Nasiriyah. Là, ils ont été attaqués par des soldats irakiens et des combattants armés qui ne portaient pas d'uniforme militaire régulier. Certains de leurs véhicules étaient faiblement protégés. Beaucoup de soldats étaient aussi fatigués et les communications manquaient de clarté. 11 soldats américains sont morts. 7 ont été capturés tandis que d'autres ont été blessés ou temporairement séparés de leur unité. L'embuscade a montré que même si la coalition avançait rapidement dans le désert ouvert, la situation devenait beaucoup plus dangereuse lorsqu'ils entraient dans une ville. Il y a de nombreux bâtiments, des rues étroites, des ponts, des canaux et des endroits où l'ennemi peut se cacher. Il n'est pas non plus facile de distinguer qui est un civil ordinaire et qui est un combattant armé. C'est exactement le type de combat que les Fedayeen Saddam veulent mener. Les Fedayeen Saddam sont un groupe armé fidèle au gouvernement et au parti Baas. Ils ne ressemblent pas à l'armée régulière en uniforme, intégrée aux forces militaires classiques. Ils utilisaient souvent des pick-up, des armes légères, des lance-roquettes et menaient des attaques rapides. Ils s'approchent depuis différentes directions puis partent rapidement ou se cachent à l'intérieur de la ville. Leur objectif n'est pas toujours de vaincre la coalition lors d'une grande bataille. Leur plan plus pragmatique vise à ralentir la coalition, perturber l'approvisionnement et augmenter le nombre de pertes. Tout en cherchant les soldats disparus, les Marines américains ont aussi reçu l'ordre de contrôler les ponts importants la nuit. Ils ont besoin des ponts car ce sont les passages pour traverser le fleuve Euphrate et le canal voisin.
S'ils ne parviennent pas à les prendre, le déplacement des forces vers le nord pourrait être retardé. Mais l'opération est devenue chaotique. Certains chars ont dû partir pour faire le plein. Certaines unités n'avaient plus de communication claire. Certains véhicules se sont retrouvés coincés dans un sol mou et boueux. Alors que la compagnie C avançait, elle a essuyé des tirs de mortier, mitrailleuses, lance-roquettes et armes légères de plusieurs positions, mais elle a atteint le canal. Mais la coordination efficace entre les unités a été rompue. Au milieu du chaos, certains véhicules se sont repliés sans ordre clair. D'autres marines ont été laissés sans soutien et presque encerclés par l'ennemi. Ils ont demandé de l'aide aérienne. Les avions d'attaque A-10 sont arrivés. Le problème qui s'est produit, c'est que les pilotes n'ont pas immédiatement reconnu que certains véhicules au sol appartenaient peut-être aux Marines américains. Leur propre avion a frappé leur position. Selon les rapports officiels de l'armée américaine, des marines ont été tués et blessés à cause des tirs combinés irakiens et des tirs amis. Cependant, il a longtemps été difficile de déterminer le nombre exact de morts causés directement par l'attaque de l'A-10. Le tir fratricide se produit lorsque ses propres forces sont accidentellement touchées. Cela peut arriver à cause de mauvaises informations, d'une mauvaise communication, d'une mauvaise visibilité ou d'une mauvaise identification de la cible. À Nasiriyah, tous ces problèmes sont survenus en même temps. Les Marines ont également atteint et sécurisé la route importante, mais cela leur a coûté cher. 18 Marines sont morts lors des violents combats ce jour-là. La partie de la route qu'ils ont empruntée a été appelée « route des embuscades », en raison des attaques successives qu'ils y ont subies. Nasiriyah n'a pas été la seule à causer des problèmes à la coalition. Dans la nuit du 23 mars jusqu'à l'aube du 24 mars, l'armée américaine a envoyé des hélicoptères d'attaque Apache contre la garde républicaine dans le secteur. L'Apache est comme un véhicule d'attaque lourd dans les airs. Il est équipé de missiles, de roquettes et de canons pour détruire des chars et d'autres cibles au sol. Les commandants américains avaient une grande confiance dans l'opération. Ils s'attendaient à ce que les hélicoptères puissent pénétrer profondément dans les positions irakiennes et détruire de nombreux véhicules. Mais les défenseurs irakiens étaient prêts. Alors que les Apaches volaient à basse altitude, ils ont été pris pour cible par des armes anti-aériennes, des mitrailleuses et même des armes légères venant du sol. Chaque balle n'avait pas besoin d'abattre directement l'hélicoptère. Même si le moteur, le rotor, le circuit de carburant ou l'équipement de navigation étaient retouchés, cela pouvait déjà forcer l'appareil à battre en retraite. Sur les 32 Apaches qui ont participé à l'opération, presque tous ont été touchés ou endommagés. Un hélicoptère s'est écrasé dans une zone contrôlée par les Irakiens et ses 2 pilotes ont été capturés. Ils n'ont causé que très peu de dégâts à la cible. C'était un sérieux avertissement pour la coalition. Cela a montré que, bien que de nombreuses armes irakiennes soient anciennes, elles restaient dangereuses lorsqu'elles étaient utilisés ensemble contre des aéronefs volant bas. En même temps, une violente tempête de sable a frappé le sud de l'Irak. Tout autour a pris une teinte presque orange. La visibilité a diminué, les convois ont ralenti et il est devenu plus difficile pour les aéronefs de voler. Le sable fin s'est accroché aux moteurs, aux armes, aux véhicules et aux équipements de communication. Les soldats avaient aussi du mal à voir, même à quelques mètres de distance. Après l'embuscade pendant la tempête de sable à Nasiriyah et l'échec du raid des Apaches, la question s'est posée. L'invasion ralentit-elle ? Mais dans l'ensemble, la principale force de la coalition continuait d'avancer. Durant les premiers jours, leur plus gros problème était la longueur de la ligne d'approvisionnement plutôt que l'armée régulière irakienne. Il fallait poursuivre l'acheminement depuis le Koweït de nourriture, eau, munitions, carburant, pièces de rechange et fournitures médicales. Plus les soldats s'éloignèrent de la frontière, plus la route à surveiller s'allongeait. Les combattants irréguliers irakiens ont exploité cette faiblesse. Au lieu d'affronter les principales formations de chars, ils attaquèrent les convois plus vulnérables, les unités de maintenance et les véhicules de ravitaillement à l'arrière. Avant même que ces affrontements n'aient lieu, la coalition avait déjà tenté de prendre le contrôle des points stratégiques dans le sud. Les forces américaines et britanniques ont pris la péninsule d'Al-Fao, les installations pétrolières du sud et le port de Qasr. Qasr est important car c'est le seul grand port de l'Irak directement relié au golfe Persique. Une fois le port sécurisé, il pourra être utilisé pour l'acheminement de l'aide humanitaire et d'équipements supplémentaires. Les champs pétrolifères de Roumaïla sont également importants. La coalition souhaite éviter la répétition de la guerre du Golfe, quand les forces irakiennes ont incendié de nombreux puits de pétrole au Koweït. Elle s'est donc rapidement rendue dans les installations pétrolières pour empêcher leur destruction. Au nord, les forces spéciales de la coalition ont coopéré avec les Peshmergas kurdes. À l'ouest, ils ont mené des raids et des mouvements pour semer la confusion dans le commandement irakien.
Le but était de faire croire qu'une autre grande force pourrait entrer depuis la Jordanie. Avant l'invasion, les services de renseignement américains ont également tenté de convaincre certains commandants irakiens de se rendre ou de se détacher de Saddam. Ils ont utilisé des appels, des emails, des tracts et des messages envoyés aux unités militaires. Mais cela n'a pas entraîné de défection massive dans les premiers jours. Certains se sont rendus, mais beaucoup sont restés à leur poste par peur ou par obéissance aux ordres du gouvernement ou par conviction qu'ils pouvaient encore se battre. L'armée irakienne était nombreuse, mais cela ne signifiait pas que tous étaient là prêts à se battre. Beaucoup de leurs chars étaient vieux, endommagés ou mal entretenus. La communication entre les unités était également faible. Il y avait de bons officiers irakiens, mais ils n'étaient pas toujours à des postes élevés. Sous le gouvernement de Saddam, la loyauté envers le parti Baas était souvent plus importante que les compétences en stratégie militaire. À cause de cela, de nombreux commandants avaient les peurs de prendre leurs propres décisions. Ils devaient attendre les ordres d'en haut, même lorsque la situation évoluait rapidement. Le 17 mars 2003, le président Bush a donné à Saddam et à ses fils 48 heures pour quitter l'Irak. La direction irakienne a refusé. 2 jours plus tard, les États-Unis ont bombardé un site à la ferme de Dora, en dehors de Bagdad. Selon les renseignements de l'époque, ils pensaient que Saddam et certains hauts responsables pouvaient en s'y trouver. Ils n'y étaient pas. D'autres attaques aériennes ont ensuite visé la direction, les centres de commandement, les systèmes de communication et des cibles militaires. Le 20 mars, la principale force terrestre a finalement traversé la frontière. Elle est rapidement entrée dans le sud de l'Irak. Mais les événements à Nasiriyah et Karbala ont été les premiers à montrer clairement que la rapidité et les armes avancées ne suffisaient pas à éviter tous les problèmes. Il y avait des ennemis difficiles à repérer. Il y avait des villes où chaque rue pouvait devenir un véritable labyrinthe. Et au milieu d'une opération rapide, une seule mauvaise direction, une radio défectueuse ou une mauvaise cible pouvait entraîner de lourdes pertes. Alors que la coalition s'approchait de Bagdad, une autre bataille se déroulait à la télévision. Le Pentagone savait que le soutien du public était essentiel. Plus de 600 journalistes ont ainsi été intégrés aux forces américaines et britanniques. On les appelait « journalistes embarqués ». Ils faisaient partie du convoi et dormaient auprès des soldats. Et ils voyaient encore les combats de première ligne. Grâce à cela, ils pouvaient rapidement envoyer de vraies vidéos depuis le champ de bataille. Mais cela a un prix. Parce qu'ils dépendent de l'armée pour la nourriture, les véhicules, l'information et la sécurité, certains se sont demandé s'ils pouvaient encore rester neutres. Ils ne voient aussi la guerre qu'à travers une seule unité. Donc, ils ne voient pas toujours la situation dans son ensemble. Pour le Pentagone, le programme a été un succès. Au lieu de se contenter de conférences de presse, les chaînes de télévision ont reçu en continu des vidéos de chars, de soldats et de combats directement, depuis le front. En même temps, la coalition a utilisé des opérations psychologiques contre l'armée irakienne. Des millions de tracts ont été largués depuis les airs. Il y était écrit de ne pas se battre, de ne pas détruire les installations pétrolières et de ne pas obéir aux ordres qui pourraient tenter les mettre en danger. Tout le monde ne s'est pas rendu directement. Mais beaucoup ont changé de vêtements, ont abandonné leurs armes et sont simplement rentrés chez eux. De nombreux soldats irakiens ordinaires n'avaient pas confiance en Saddam. Il s'avérait qu'il était difficile de combattre un ennemi disposant d'un net avantage en avions, chars, communications et armes de précision. Après une courte pause dans leur avancée, la principale force américaine s'est de nouveau dirigée vers Bagdad, la route la plus importante étant la trouée de Karbala. C'est une route étroite entre Karbala et le grand lac à l'est de celle-ci. Une fois ce passage franchi, il devient plus facile d'atteindre Bagdad depuis le sud. Certains commandants irakiens savaient que l'attaque principale passerait par là. Mais les ordres venant du gouvernement étaient bien confus. Certains responsables continuaient d'envoyer des rapports exagérés sur la prétendue attaque et la défaite de la coalition. À cause de cela, la direction irakienne ne savait pas clairement à quelle distance se trouvaient les forces américaines et Saddam soupçonnait toujours que la véritable grande offensive pourrait venir de l'ouest. Son fils Qusay était responsable de nombreuses décisions militaires. Les ordres étaient souvent transmis par des messagers plutôt que par radio afin que la coalition ne puisse pas localiser leur position. C'était plus sûr contre la surveillance électronique, mais aussi plus lent. Lorsque l'ordre arrivait à une unité, la situation sur le champ de bataille pouvait déjà avoir changé. Le 2 avril 2003, la 3e division d'infanterie américaine est arrivée à un pont important sur le fleuve Euphrate, près de Moussaïb. Ils devaient prendre le pont pour permettre aux chars et aux autres véhicules de traverser en direction de Bagdad. Les ingénieurs irakiens ont essayé de le faire sauter. Une partie a été endommagée, mais il restait possible de traverser.
Les forces américaines ont utilisé un écran de fumée pour empêcher les défenseurs irakiens de voir leurs mouvements. Ils ont également reçu le soutien d'hélicoptères Apache, de véhicules de combat Bradley et de bateaux d'assaut. L'artillerie irakienne tirait intensément, mais elle ne pouvait pas facilement percer le blindage épais des chars Abrams et des véhicules Bradley. Après le passage des blindés américains, les défenseurs irakiens ont été vaincus lors des combats rapprochés. Les forces irakiennes ont même essayé d'utiliser des camions chargés d'explosifs contre le pont, mais ils ont été repérés et détruits avant d'atteindre leur cible. Comme la coalition contrôlait déjà le passage, la principale route menant à Bagdad était désormais ouverte. Au sud, les forces britanniques à Bassora avançaient avec plus de prudence. Ils ne se sont pas immédiatement enfoncés au centre de la ville. Ils l'ont d'abord encerclée, ont recueilli des informations et ont attendu que les forces loyales au gouvernement s'affaiblissent. La prudence était essentielle car de nombreux habitants de Bassora étaient des musulmans chiites qui avaient longtemps souffert de la répression du gouvernement de Saddam. Finalement, les forces britanniques ont également pu entrer et prendre la ville. À Bagdad, le plan initial des Américains était d'encercler progressivement la capitale. Ils allaient établir des bases autour de la ville et mener des raids successifs avant de prendre le contrôle de toute la ville. Mais cela a changé après que les commandants ont constaté que la défense irakienne était faible et désorganisée. Le 4 avril, les forces américaines ont pris l'aéroport international de Bagdad. C'était une victoire importante car ils se trouvaient déjà dans la partie ouest de la capitale et disposaient désormais d'un endroit sûr pour les approvisionnements et l'arrivée de renforts. Après cela, la 3e division d'infanterie a demandé l'autorisation d'envoyer des chars à l'intérieur de Bagdad. Cette attaque a été appelée Thunder Run. Ce n'était pas une patrouille ordinaire. C'était une entrée rapide et massive de chars et de véhicules blindés dans la ville. L'objectif était de tester la défense. La défense, détruire les positions ennemies et montrer que la coalition était désormais capable d'entrer dans la capitale. Le 5 avril, les Américains ont mené leur première opération Thunder Run. 28 chars Abrams et 14 véhicules Bradley ont emprunté l'autoroute principale en direction de l'aéroport. Alors qu'ils avançaient, ils ont essuyé des tirs provenant des bâtiments, des véhicules et du bord de la route. Un char Abrams a été endommagé et abandonné. Plus tard, leur propre avion l'a bombardé pour éviter qu'il tombe aux mains des forces irakiennes. Le gouvernement irakien a utilisé la vidéo du char endommagé comme preuve qu'ils auraient arrêté les Américains. Mais la colonne blindée principale est quand même arrivée à destination. Le premier raid a montré qu'il y avait encore de la résistance à Bagdad, mais qu'il n'y avait pas de commandement central efficace. 2 jours plus tard, les Américains ont lancé un Thunder Run encore plus vaste. Au lieu de simplement retourner à l'aéroport, la force blindée a tourné vers le quartier gouvernemental au centre de Bagdad. Elle est rapidement arrivée dans la zone des palais présidentiels. Les routes étaient assez larges et les environs dégagés, ce qui permettait aux chars de voir et de toucher plus facilement les combattants irakiens qui approchaient. Mais rester là représentait un grand danger. Ils avaient besoin de carburant, de nourriture et de munitions. Les camions de ravitaillement, plus vulnérables que les chars, utilisaient eux la même autoroute souvent attaquée. En même temps, l'infanterie américaine devait surveiller les principaux ponts routiers derrière la colonne blindée. Si les combattants irakiens s'en emparaient, ils pouvaient en couper la route de sortie et piéger les chars au centre de Bagdad. Les ponts routiers ont été attaqués à plusieurs reprises. Des soldats irakiens, des miliciens et des combattants étrangers s'approchaient en petits groupes et avec différents véhicules. À certains endroits, les défenseurs américains ont failli manquer de munitions. Le convoi de ravitaillement a aussi été touché. Des camions ont été endommagés ou incendiés, mais les autres véhicules ont pu passer et les fournitures sont arrivées au centre. À cause de cela, les commandants américains ont décidé de ne plus battre en retraite. Le raid qui devait être une incursion temporaire est devenu une prise de contrôle permanente du centre de Bagdad. Les Thunder Run des 5 et 7 avril ont rapidement fait tomber la défense organisée de la capitale. Alors que les blindés américains étaient déjà dans le quartier gouvernemental, la direction irakienne n'avait plus de contrôle clair. Saddam se déplaçait d'une maison sécurisée à une autre. De nombreux officiels ont disparu, se sont cachés ou ont fui. Les unités restantes agissaient sans plan unifié. Pourtant, la ville n'était pas encore sûre. Des civils piégés dans les combats. Quand les chars sont entrés dans les rues principales alors que la circulation était normale, des véhicules civils se sont retrouvés au milieu des tirs. Le 9 avril, les Marines américains et quelques Irakiens ont fait tomber la grande statue de Saddam sur la place Ferdos. Cette scène a été diffusée à la télévision à plusieurs reprises. Pour de nombreux téléspectateurs, cela est devenu le symbole de la chute de son gouvernement. Mais la foule était plus petite que ce que montraient dans de nombreux gros plans.
Selon des analyses ultérieures, la couverture répétée a amplifié l'impression d'une foule immense à la Croix-Rouge de Bagdad, ceux qui étaient en présent. Il est vrai que le gouvernement de Saddam est tombé. Mais cela ne signifie pas que les problèmes de l'Irak sont terminés. Les forces britanniques ont pris Bassora. Les Américains sont ensuite entrés à Tikrit, la ville natale et principale base de soutien de Saddam. Le 1er mai 2003, le président Bush a pris la parole depuis le porte-avions USS Abraham Lincoln. Derrière lui, il y avait une grande bannière sur laquelle était écrit « Mission accomplie ». La bannière était censée célébrer la fin du déploiement du navire. Mais en raison du lieu et du moment du discours, beaucoup y ont vu une déclaration que la guerre était complètement terminée. Ce n'est pas exactement ce qu'a dit Bush. Il a déclaré que les principales opérations de combat étaient terminées, mais la coalition resterait pour aider à la transition de la dictature vers un nouveau gouvernement. En seulement quelques semaines, Saddam a perdu le pouvoir et l'armée régulière irakienne s'est effondrée. Une victoire rapide sur le champ de bataille n'offre pas toujours une opportunité. La coalition a pris Bagdad. La question clé est désormais de savoir comment ils géreront un pays ayant soudain perdu son dirigeant, son commandement militaire, le contrôle de la police et un gouvernement opérationnel. Le gouvernement de Saddam est rapidement tombé. Mais après la bataille, un problème encore plus grand est apparu. La police a disparu, de nombreux bureaux gouvernementaux ont cessé de fonctionner et un pillage généralisé a commencé à Bagdad et dans d'autres villes. Le contenu des magasins, des bureaux, des hôpitaux, des musées et des bâtiments gouvernementaux a été volé. Dans de nombreux endroits, personne n'arrêtait les voleurs. Les troupes de la coalition, trop peu nombreuses, privilégièrent la protection des cibles militaires plutôt que celle des bâtiments et habitations ordinaires. Pour de nombreux civils irakiens, le message était clair. La coalition pouvait renverser l'ancien gouvernement, mais elle n'était pas capable de rétablir immédiatement l'ordre. La situation était encore plus dangereuse dans les sites de stockage militaire. De nombreux dépôts remplis de munitions n'étaient pas surveillés. Explosifs, roquettes et autres armes. Selon le Government Accountability Office des États-Unis, les vols se sont multipliés à cause du nombre de sites de stockage et du manque de sécurité. Beaucoup des armes disparues ici ont fini par se retrouver entre les mains de groupes qui ont combattu la coalition. Les États-Unis n'étaient pas non plus préparés à la chute rapide de l'ancien système. Il y avait des plans pour remettre immédiatement la gestion aux exilés irakiens qui vivaient à l'étranger depuis longtemps. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Irak, les responsables américains ont constaté que leur véritable soutien de la part des gens ordinaires était limité. Pendant ce temps, de nombreuses frontières sont restées ouvertes, permettant à des combattants étrangers d'entrer, tandis que certaines villes du nord et de l'ouest étaient presque dépourvues de présence de la coalition. Le 12 mai 2003, Paul Bremer a été nommé pour diriger l'autorité provisoire de la coalition ou CPA. Le gouvernement temporaire devait diriger l'Irak jusqu'à l'installation de nouveaux dirigeants irakiens. L'une des premières actions de la CPA a été la vaste débaassification, retirant des postes gouvernementaux élevés les membres du parti Baas. Le but était d'effacer l'influence du parti que Saddam avait utilisé pour contrôler le pays. Mais il y avait un gros problème. Sous l'ancien système, de nombreux enseignants, ingénieurs, médecins, directeurs et simples fonctionnaires devaient rejoindre le parti Baas pour obtenir un emploi ou gravir les échelons. Ainsi, lorsque le licenciement massif a été mis en œuvre, ce ne sont pas seulement les fidèles de Saddam qui ont perdu leur emploi. Cela comprenait aussi de nombreuses personnes expérimentées en gestion gouvernementale. La décision suivante a eu des conséquences encore plus lourdes. Le 23 mai, l'autorité provisoire de la coalition a publié le décret numéro 2. Celui-ci a dissous l'armée irakienne ainsi que plusieurs organisations de sécurité et gouvernementales. Soudain, des centaines de milliers d'anciens soldats se sont retrouvés sans emploi ni salaire. Beaucoup avaient une formation militaire et savaient où les armes étaient cachées. Et certains avaient le sentiment d'être considérés comme des ennemis, même si tous n'étaient pas loyaux envers Saddam. Au lieu de les utiliser pour aider à maintenir la sécurité, ils se sont retrouvés en dehors du nouveau système. Certains sont rentrés chez eux discrètement, mais d'autres ont rejoint des groupes armés, aidé l'insurrection ou vendu leurs connaissances et leurs armes. C'est l'une des plus grandes erreurs de la première phase de l'occupation. En même temps, la colère du public grandit. Des Irakiens, d'abord heureux de la chute de Saddam, ont vite été gagnés par la peur et le doute après avoir perdu électricité, emploi, protection policière et services essentiels. De leur point de vue, ils ne voyaient plus cela comme une libération. C'était désormais une occupation étrangère. La tension est devenue encore plus forte dans les régions à majorité sunnite qui étaient autrefois proches du pouvoir de Saddam. L'un de ces lieux était Falloujah. La ville n'a pas été trop endommagée lors de la première invasion.
mais en raison du faible contrôle de la coalition et de la colère intense des habitants, elle est rapidement devenue un centre de résistance. C'est là que le vrai problème est devenu évident. La principale bataille contre l'armée régulière irakienne était terminée, mais il n'y avait pas encore de nouveau gouvernement stable, de police fonctionnelle ou de forces de sécurité suffisantes. L'ancien système s'est effondré avant même que son remplaçant ne soit mis en place, et dans cet intervalle, les armes, la colère, la peur et des groupes prêts à se battre se sont répandus. La guerre que l'on pensait terminer avec la chute de Bagdad est simplement entrée dans une phase plus longue et plus chaotique.